Avis Bitton est avec nous, avocat pénaliste au barreau de Paris. Bonjour maître. Bonjour. Régulièrement, on entend parler de vastes coups de filet dans les milieux, entre guillemets, de la pédopornographie. On découvre que des dizaines ou des centaines de personnes sont arrêtées avec en possession, Alexandra le disait, une énorme quantité d'images ou de vidéos de ce genre. Est-ce que là, 2 vidéos ou 2 exemples, ça suffit à condamner quelqu'un? Alors, je parle de la justice. ouais. Là, c'est évidemment, vous faites bien de prendre beaucoup de précautions de langage, comme nous tous ici. Nous sommes au début de l'enquête. Il y a une dénonciation, semble-t-il une deuxième dénonciation, mais 2 accusations ne font pas un coupable. Il faut effectivement laisser le temps à l'enquête de se faire. Maintenant, ce que je peux vous dire dans mon expérience, ça fait 20 ans que je suis avocat pénaliste et j'ai traité ce genre d'affaires. Ce que je peux vous dire dans mon expérience, c'est que la justice, et le code pénal d'ailleurs, font la différence entre les petits poissons et les gros poissons. Les petits poissons, c'est ceux qui, occasionnellement, voire même avec un certain volume, vont télécharger et consommer de la pédopornographie. Et puis les gros poissons, c'est ceux qui vont mettre en place un réseau, l'animer, et à ce moment-là, les peines encourues dans le code pénal sont aggravées, sont beaucoup plus lourdes. Ce que je peux vous dire sur les petits poissons, ceux qui consomment occasionnellement, eh bien, ceux-là, je dirais pas qu'ils passent entre les mailles du filet, mais lorsqu'ils sont pris et qu'ils sont traduits en justice, en général, quand c'est la première fois, il faut le dire, ils ont des peines de prison basses et avec sursis. S'ils ne sont pas en état de récidive, qu'ils n'ont pas déjà été condamnés, souvent, la justice lance un avertissement avec une peine avec sursis. Maître Avis Bitton, là, c'est ce qui va se jouer vendredi est quand même assez essentiel pour la suite de ce dossier, parce que s'il est placé en détention provisoire, comme le réclame le parquet, ça change quand même un peu la tournure de l'affaire, non? Bien sûr. Les juges, si vous voulez, lorsqu'ils statuent sur la détention provisoire, en réalité, se posent une question par avance, ils anticipent, ils se posent la question: est-ce qu'au final, lorsqu'il va être jugé définitivement, il va être condamné à une peine de prison ferme avec mandat de dépôt? Est-ce qu'il va aller en prison? Pourquoi il se pose la question dès le stade de la détention provisoire? Parce qu'évidemment, on ne va pas envoyer quelqu'un en détention provisoire et lui faire de la prison si, au final, il n'est pas condamné à une peine de prison ferme et qu'au final, il ne devrait jamais aller en prison. Donc, si vous voulez, la question se pose vraiment dans cette affaire. Pourquoi? Parce que dans mon expérience et aussi dans les statistiques judiciaires, on voit que lorsqu'il y a des homicides involontaires sur la route, eh bien, souvent, pas toujours, mais souvent, l'auteur n'est pas condamné à une peine de prison ferme, n'est pas incarcéré. Il a une peine avec sursis. Pourquoi? Parce que on parle d'homicide involontaire. Ce n'est pas un délit intentionnel, c'est un délit non intentionnel. Donc effectivement, ça va être un débat qui ne va pas être facile. Personnellement, et sans avoir accès au dossier, avec toutes les réserves, personnellement, j'ai trouvé que la décision du juge des libertés, cette première décision qui consiste à dire on le place sous bracelet électronique, c'est une forme de détention, mais hors la prison, dans un centre effectivement d'addictologie. J'ai trouvé que c'était vraiment, pour ma part, avec ce que je connais du dossier, j'ai trouvé que c'était une décision raisonnable. On le protège de lui-même contre son addiction, on protège le public, mais en même temps, effectivement, on ne l'envoie pas en prison parce que ce n'est pas, encore une fois, un crime intentionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Ce que vous dites est confirmé par des études qui ont été faites. Je me réfère notamment à un ouvrage récent très intéressant qui s'appelle « La fabrique des jugements », où un sociologue de la justice a fait des études et s'est référé à des études dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, qui montrent que lorsque le gouvernement prend des lois comme ça, je dirais sous l'effet de l'opinion publique, et puis aggrave les peines, eh bien, effectivement, les juges qui, eux, connaissent les affaires, qui connaissent l'humain, eh bien, ils ne suivent pas forcément. Souvent, ils continuent d'appliquer les anciennes peines qui étaient appliquées.